Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette émission, nous allons parler du sommeil. Comment bien dormir, comment aider ses enfants à bien dormir. Un bon sommeil est en effet très important pour la santé et pour vous en parler, nous accueillons sur ce plateau le docteur Isabelle Lambert, neurologue et responsable du Centre du sommeil à l'hôpital de la Timone, et le docteur Flora Batt, pédopsychiatre au service de psychiatrie infanto-juvénile à l'hôpital Salvatore. Bonjour à toutes les deux et merci de votre présence sur ce plateau. Alors avant de laisser la parole aux téléspectateurs qui nous ont posé beaucoup de questions pour cette émission, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que le sommeil physiologiquement et pourquoi on a besoin de dormir ? Alors le sommeil, c'est à la fois un état biologique qu'on va traverser toutes les nuits et c'est aussi un comportement qu'on va adopter pour permettre à cet état biologique de se manifester de la meilleure façon qui soit. Donc sur le plan biologique, le sommeil va se caractériser par différents états par lesquels notre cerveau va passer, le sommeil lent, léger et profond, et d'autre part le sommeil paradoxal. Donc ce sont des états qui sont bien loin de la mort ou du coma, comme on pourrait parfois avoir tendance à le penser, et notre corps va avoir besoin de passer par ces états-là pour assurer certaines fonctions importantes, à la fois pour notre cerveau, pour la mémoire, pour la plasticité synaptique, c'est-à-dire la possibilité de créer de nouveaux apprentissages, d'avoir de nouveaux apprentissages, pour les émotions, pour la maturation cérébrale pour les bébés, mais également pour le corps. On sait que c'est important de dormir pour notamment la santé de nos artères, mais également pour l'immunité, la réponse aux infections et tout un tas de processus de récupération au niveau de notre corps. Alors, comment on s'endort ? Alors, l'endormissement, il va être conditionné par deux processus. Pour bien dormir, notre sommeil et notre réveil vont être modulés par notre rythme biologique, qu'on appelle le rythme circadien, qui est une espèce de chef d'orchestre qui est dans notre cerveau, qui va donner un signal d'éveil et un signal de sommeil sur les 24 heures. Donc on va s'endormir le soir, souvent au moment où notre horloge biologique va nous envoyer des signaux de sommeil. Et d'autre part, on va s'endormir d'autant plus facilement le soir qu'on a accumulé assez de pression de sommeil dans la journée. C'est-à-dire que plus on va rester réveillé dans la journée, plus l'endormissement va être facile parce qu'on aura assez accumulé de pression de sommeil. Et notamment, vous avez pu peut-être constater que quand vous faites une longue sieste, eh bien, vous allez diminuer la pression de sommeil et le soir, vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir parce que vous n'avez plus assez accumulé de pression de sommeil dans la journée. Et est-ce que notre cerveau se déconnecte quand on dort ? Alors notre cerveau va passer par des états qui vont évidemment modifier la réponse à l'environnement. On sait très bien que quand on dort profondément, il va falloir crier plus fort pour avoir une réaction que quand on est réveillé. Mais ceci dit, on a un sommeil qui est fait pour garder un lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc on est en quelque sorte un peu déconnecté, mais le sommeil est un état dans lequel on va souvent affleurer l'éveil. C'est-à-dire que dans une nuit de sommeil, on va faire des cycles de sommeil qui vont passer par du sommeil lent léger, du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Et on va avoir des éveils au cours de la nuit qui, quand on est bon dormeur, vont passer complètement inaperçus, mais vont nous permettre de éventuellement vérifier un peu inconsciemment qu'il n'y a pas de problème autour de soi et donc la déconnexion n'est pas totale et irréversible pendant la nuit. Alors je prends les questions des internautes. Je fais des insomnies à répétition, comment je peux faire pour mieux dormir ? L'insomnie, donc l'insomnie, ça se définit comme une mauvaise qualité de sommeil qui est des difficultés d'endormissement, de réveil multiples au cours de la nuit ou de réveil trop précoce qui vont se répéter plusieurs fois et qui vont être associées à des conséquences dans la journée avec souvent une fatigue, des difficultés d'attention, de concentration, parfois un peu des douleurs, une humeur un peu plus fragile. Alors, la prise en charge de l'insomnie chronique, elle va surtout résider dans le fait d'améliorer l'hygiène veille-sommeil, éviter les trop longues siestes, éviter de passer trop de temps au lit, plus de temps au lit que ce dont on a vraiment besoin, comme dans notre besoin de sommeil. Et il va aussi falloir un petit peu retravailler nos conditionnements, notre comportement face à notre sommeil parce que, comme je vous l'ai dit, le sommeil, c'est aussi un comportement. Et donc, dans l'insomnie chronique, il faut rééduquer également l'aspect comportemental et la façon de considérer le sommeil.
Est-ce que les écrans ont un impact sur le sommeil? Alors oui, les écrans ont bien sûr un impact sur le sommeil, alors de deux façons en fait. La première, c'est par la lumière générée par les écrans, qui souvent en plus est une lumière bleue et qui va du coup inhiber la sécrétion de mélatonine qui est la substance qui permet le sommeil en fait. Donc la lumière proche des écrans va inhiber cette sécrétion de mélatonine et du coup retarder l'heure à laquelle on va être capable de s'endormir. Donc il est classiquement recommandé vis-à-vis des écrans, et ça c'est une recommandation qu'on propose souvent aux adolescents, mais finalement de plus en plus aux adultes, d'éteindre ces écrans entre 1h et 1h30 avant l'heure souhaitée d'endormissement. Le deuxième impact des écrans, il est en lien finalement plus avec le temps écran, c'est-à-dire le temps qu'on va passer finalement journée entière devant les écrans. Et on sait que si ce temps est supérieur à 2 heures dans la journée, on va avoir un impact sur le sommeil et on va avoir une moins bonne qualité de sommeil. Donc les recommandations aujourd'hui, c'est couper ces écrans entre 1h et 1h30 avant l'heure souhaitée d'endormissement et ne pas passer plus de 2 heures par jour sur ces écrans, ce qui est globalement très peu respecté. Et est-ce que les filtres lumière bleue qui sont sur certains appareils sont suffisants pour se protéger de ce phénomène? Alors on reste quand même sur l'idée de ne pas de garder les consignes dont je viens de vous parler et de ne pas avoir en fait des écrans le soir dans sa chambre, en tout cas au moins dans l'heure qui précède l'endormissement. Bien sûr, si on a la possibilité d'avoir un filtre de lumière bleue, on peut l'utiliser et ça facilitera les choses, mais mieux vaut ne pas avoir d'écran, parce que l'écran, donc il y a la lumière qui inhibe le sommeil, hein, qui inhibe la sécrétion de mélatonine et du coup empêche le sommeil, mais il y a aussi l'excitation finalement cognitive, hein, qui est générée par l'utilisation de l'écran, parce que qui dit écran dit activité qui est faite devant cet écran, et du coup on travaille finalement, on réfléchit, on pense, et ça aussi, ça va induire une difficulté d'endormissement. Donc plutôt essayer de couper les écrans 1 heure avant de s'endormir. Alors, est-ce qu'il y a un impact de l'alimentation sur le sommeil? Alors oui, l'alimentation a un impact sur le sommeil de deux façons. L'alimentation fait partie des rythmes en fait biologiques comme le sommeil, et on sait que pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une régularité des rythmes. Donc dès le jeune âge, hein, dès le bébé, en fait, il va falloir mettre en place des rythmes d'alimentation et des rythmes de sommeil réguliers, et ces rythmes sont vraiment finalement très en phase. Donc ça, c'est la première chose. L'alimentation impacte le sommeil parce qu'elle fait partie des rythmes qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes qu'un individu va avoir sur sa journée. Mais également, l'alimentation va impacter le sommeil parce que pour bien dormir, et ça on le voit chez le bébé, hein, tant que le bébé n'a pas un poids suffisant, on ne va pas arriver à avoir un sommeil continu. Hein, il va falloir avoir une alimentation suffisante, et notamment en féculents, hein, pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc il est quand même recommandé vraiment d'avoir une alimentation plutôt riche en sucre lent avant l'endormissement. Alors, comment bien dormir, du coup? Alors ça, c'est une question qui est, je pense, dans la bouche de tous les spectateurs de ce live. Comment bien dormir? Il n'y a pas une formule et une seule, mais ceci dit, il y a des grands principes généraux qu'il faut retenir, à savoir qu'il faut bien se souvenir qu'on est soumis à un rythme, et notamment à notre rythme biologique, et qu'on va bien dormir quand on a une bonne synchronisation de ce rythme biologique avec la pression de sommeil. C'est-à-dire qu'il faut essayer au maximum de ne pas faire de longues siestes pour ne pas déstabiliser ce rythme veille-sommeil. Il y a des règles d'hygiène de sommeil à respecter, une consommation d'excitants comme du café, des boissons énergétiques qui doit être très limitée.
et qui ne doit pas être après une certaine heure dans l'après-midi, généralement pas après le début d'après-midi, mais on a des sensibilités individuelles qui sont différentes pour ces substances-là. Donc chez certaines personnes, cet usage doit être complètement proscrit. On va donc essayer d'avoir un rythme de coucher et de lever qui est le plus régulier possible, sans pour autant évidemment s'exclure des festivités, de la vie sociale, mais en tout cas en essayant de respecter un rythme dans la majorité des cas. Respecter son besoin de sommeil. On n'a pas tous non plus le même besoin de sommeil. Dans la majorité des cas chez les adultes, il se situe entre 7 et 9 heures, mais il faut essayer de voir individuellement quel est son propre besoin de sommeil. Si on voit qu'on dort 7 heures par nuit, mais que tous les week-ends on a besoin de récupérer, c'est que probablement en semaine, on ne dort pas suffisamment. Donc essayer d'ajuster le temps qu'on passe au lit à notre besoin réel de sommeil. Donc ça, ce sont des principes un peu généraux. Et puis après, il y a des principes plus spécifiques qu'on va appliquer si les personnes souffrent d'insomnie chronique. Mais là, on a les principes généraux. Et pour les enfants, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des moyens de bien faire dormir ses enfants? Alors la question est assez large finalement, donc je vais y répondre de manière un peu générale parce que tout dépend finalement de l'âge de l'enfant. Ce qu'on peut dire et ce que Isabelle a déjà dit, c'est que le sommeil c'est un point de rencontre entre une physiologie et un comportement. Et pour bien dormir, bien sûr la physiologie est importante, mais il va falloir aussi mettre en place un comportement. Qui dit mettre en place un comportement au niveau neurodéveloppemental et développemental tout court, dit apprentissage nécessaire de la part des parents de la façon dont on va pouvoir bien dormir. Donc il va falloir que les parents accompagnent leur enfant à apprendre à bien dormir. Donc, en fonction de l'âge, il va falloir respecter un certain rythme, bien sûr, mais aussi une durée nécessaire de sommeil qui va diminuer du bébé à l'adolescent. Et puis, il va falloir respecter un certain nombre de choses, mettre en place un rituel chez le petit enfant, apprendre à s'endormir seul, gérer le temps écran sur la journée, gérer la présence des écrans dans la chambre chez l'adolescent plus grand. Pour les bébés, est-ce que le laisser pleurer longtemps avant de s'endormir, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bien de le laisser pleurer? Alors c'est souvent une idée qu'ont les parents et c'est quelque chose qui souvent les heurte pas mal. L'idée n'est pas de laisser pleurer son bébé, mais d'accompagner son bébé dans l'apprentissage du bien dormir et d'arriver à s'endormir seul. Donc en effet, ça va passer par parfois quelques pleurs, mais des pleurs qui vont être accompagnés. Donc l'idée, c'est d'essayer d'obtenir un endormissement qui va se faire seul dans son lit et dans sa chambre à partir de 6 mois. Ce qu'on peut proposer après un rituel, le fait que le bébé ait pu prendre un doudou, une petite lumière dans la chambre, qui n'est pas nécessaire mais qu'on peut laisser, des rythmes de sommeil réguliers mis en place, on va pouvoir proposer aux parents de ne pas rester avec l'enfant après le rituel, assez court, entre 10 et 20 minutes maximum, pour pouvoir laisser l'enfant s'endormir seul et sortir de la chambre. Si l'enfant ne s'endort pas tout de suite et pleure ou appelle plus tard, en effet, on va pouvoir revenir le voir, le rassurer, mais revenir le voir à la porte de sa chambre, rassuré par la voix et non en reprenant dans les bras, en reberçant ou en donnant la main. L'idée, c'est vraiment d'arriver progressivement à obtenir un endormissement seul avec une présence parentale qui va progressivement s'espacer, donc des retours dans la chambre autant que nécessaire, mais qui vont s'espacer de jour en jour. Quand on commence à mettre en place l'apprentissage du sommeil chez un enfant qui a du mal à s'endormir seul, il faut que les parents puissent eux aussi avoir un peu de temps pour pouvoir se reposer dans la journée, parce qu'en général, cette semaine de mise en place, classiquement, va nécessiter pour les parents de dormir un peu moins et d'être éveillés pour accompagner leur enfant à dormir. L'enfant va les appeler et ils vont revenir régulièrement dans sa chambre en espaçant les venues jusqu'à obtenir un endormissement complet. Et est-ce qu'il faut laisser les enfants dormir avec les parents? Alors plutôt non, je vous ai dit qu'on préférait plutôt proposer un endormissement dans le lit de l'enfant. Alors ça a plusieurs
Il y a plusieurs raisons à ça. La première chez le bébé, c'est qu'on a pu montrer que le cododo était un facteur de risque de mort subite et d'étouffement en fait, du bébé. Donc c'est vrai que ce n'est pas du tout conseillé de dormir avec son bébé. Et on propose les 6 premiers mois de vie de dormir dans la chambre des parents, là aussi pour être un facteur protecteur de la mort subite, mais par contre dans un lit séparé et pas dans le lit des parents dès la sortie de la maternité. Donc l'idée est de dormir dans son lit pour éviter bébé cette mort subite, et puis au fur et à mesure pour arriver à acquérir une autonomie dans son endormissement, dans son sommeil, et avec cet apprentissage là d'un endormissement. Il faut savoir que lorsqu'on dort avec ses parents, le sommeil va être de moins bonne qualité pour l'enfant et pour le parent. Après, ce cododo, le fait de dormir avec les parents, c'est quelque chose qui est aussi dépendant des cultures, et il va falloir bien discuter avec la famille pour voir aussi quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs habitudes, et on ne va pas forcément proposer exactement les mêmes choses en fonction des situations et des familles. Et est-ce que c'est bien d'endormir ses enfants dans le lit des parents et de les remettre dans leur lit une fois qu'ils se sont endormis? Alors là aussi non, parce que l'idée est dans la physiologie du sommeil qu'a expliqué tout à l'heure Isabelle Lambert. On a pu dire qu'il y avait un endormissement premier en début de nuit, puis qu'il y avait des éveils physiologiques dans la nuit, et que l'enfant, comme l'adulte d'ailleurs, va se rendormir derrière ces éveils physiologiques. Ces éveils physiologiques, ils sont intra-nuit, ils apparaissent à chaque fin de cycle de sommeil. Chez l'adulte, ils sont moins importants que chez l'enfant, parce que l'enfant a des cycles plus courts que l'adulte, donc a physiologiquement plus d'éveils nocturnes. Donc en fait, tous ces petits éveils dans la nuit vont nécessiter des réendormissements dans la nuit. Et apprendre à s'endormir, c'est aussi apprendre à se rendormir pendant la nuit. Donc tout ce qui va être mis en place lors de l'endormissement de l'enfant devra pouvoir se mettre en place de la même manière lors du réendormissement. Donc si vous avez endormi votre enfant dans votre lit, eh bien lui, il attendra exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire il redemandera votre lit pour se rendormir dans la nuit. Et là, vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord. Et donc on arrive à la nuit blanche. Donc du coup, si on passe une nuit blanche, comment on fait pour gérer ça, pour récupérer? Donc effectivement, quand on a bas âge, ils vont perturber le sommeil de nuit des parents. Ils vont perturber en termes quantitatifs, c'est-à-dire que souvent il y a une réduction du temps de sommeil des parents avec un sommeil de nuit qui est estimé à 6h54 dans l'étude de l'Institut national de sommeil et de la vigilance, donc des jeunes parents, donc probablement en dessous des besoins physiologiques de ces mêmes jeunes parents. Et puis ça va aussi perturber la qualité, parce que souvent le sommeil va être interrompu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en insuffisance de sommeil, qu'on a dormi moins que notre besoin biologique de sommeil? Il faut avoir une vigilance particulière sur justement la diminution de vigilance dans la journée, c'est-à-dire sur des accès de somnolence. La somnolence, c'est un symptôme auquel il faut faire attention, parce qu'effectivement, quand on conduit, ça peut amener éventuellement à des accidents si on est trop somnolent. Donc, ce qui est important, si on est en insuffisance de sommeil modérée, éventuellement, si on en a la possibilité, c'est de faire une courte sieste de moins de 20 minutes, notamment début d'après-midi, à un moment où, généralement, on ressent tous un creux de vigilance, une petite somnolence en début d'après-midi. Si on a la possibilité de se mettre un petit peu en retrait pendant 20 minutes, de fermer les yeux tranquillement pour se reposer, c'est le bon moment pour le faire. Si on voit que bébé réveille systématiquement à 5h30 du matin et qu'on aurait bien dormi 1 heure de plus, eh bien petit à petit, en principe, on va avancer un peu soi-même son horaire d'endormissement pour se coucher un peu plus tôt que nos habitudes antérieures, pour rattraper un peu cette durée de sommeil. Donc ça, c'est important concernant l'insuffisance de sommeil et la privation de sommeil. Donc effectivement, après, il peut arriver que bébé n'ait vraiment pas du tout dormi de la nuit, ou que le petit enfant n'ait pas du tout dormi de la nuit. Mais dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'une sieste un peu plus longue peut être indiquée, mais dans la grande majorité des cas, il faut vraiment garder en tête qu'une courte sieste en début d'après-midi aide à rattraper une insuffisance de sommeil.
quand le bébé va réveiller plusieurs fois au cours de la nuit, on peut avoir un sommeil qui est un peu discontinu sans forcément avoir une diminution importante du sommeil. Donc, si on est un peu fatigué dans la journée et pas forcément somnolent, il faut éviter d'aller essayer de faire de trop longues siestes et se souvenir que quand même notre sommeil est aussi organisé pour pouvoir s'adapter à ce genre de situation. Donc il faut essayer au maximum de ne pas trop dramatiser les choses. Mais si on voit évidemment que y a trop d'impact sur la façon dont on fonctionne au quotidien, éventuellement essayer peut-être de se faire aider de membres de la famille pour nous aider à avoir une nuit de récupération de temps en temps. Alors, est-ce qu'on peut dormir n'importe quand? Donc, c'est pour parler des siestes. Est-ce qu'on peut faire une sieste à n'importe quelle heure de la journée? Alors, physiologiquement, on est soumis à des rythmes, donc à notre horloge biologique qui va nous envoyer des signaux d'éveil au cours de la journée et des signaux de sommeil au cours de la nuit. Et donc, il ne va pas être possible de dormir n'importe quand parce que si notre horloge biologique envoie des signaux d'éveil, on n'a pas du tout sommeil. D'autre part, on va dormir que si on a accumulé assez de pression de sommeil, c'est-à-dire si on a accumulé assez d'éveil, une durée d'éveil assez importante avant le moment où on va justement dormir. Donc quand tout se passe bien et qu'on a un rythme veille-sommeil régulier, qu'on dort suffisamment au cours de la nuit, on n'arrivera pas à dormir à n'importe quel moment de la journée. Parfois, quand on a vraiment accumulé une insuffisance de sommeil importante, on va avoir sommeil dans la journée et comme on a accumulé assez de pression de sommeil, on va pouvoir dormir à des moments inadaptés par rapport à notre horloge biologique. Généralement, ce sommeil est moins réparateur que le sommeil qui survient en phase avec les signaux sommeil de notre horloge biologique. Donc, il vaut mieux éviter ce type de sommeil en décalage de notre horloge biologique. Alors j'ai une question, 2 secondes, je ne sais pas si ça passe. Non. Oui. Alors une question en lien avec le cododo. On dit on ne comprend pas la logique de mettre un bébé seul dans le noir et séparé de sa mère. Si c'est pour éviter des risques de mortalité, il y a des lits spéciaux. Pour le reste, ça évite aux parents de se lever, voire au bébé de paniquer plusieurs fois par nuit. Non. Mais je crois que vous avez répondu que c'était jusqu'à 6 mois, le cododo, mais qu'après, il fallait prendre d'autres habitudes. C'est jusqu'à 6 mois, en effet. Et de toute manière, les lits spéciaux, ce sont des lits en dehors du lit du parent. Donc c'est ce qu'on propose, en effet. On peut être tout à fait dans la même chambre les 6 premiers mois. On peut avoir une petite veilleuse, c'est pas un problème non plus. Donc c'est pas forcément être dans le noir et c'est pas être dans une autre chambre non plus. C'est être dans la chambre de ses parents, mais simplement coucher à part. C'est simplement pour ne pas risquer d'étouffer son bébé, en fait, parce que c'est pas facile, surtout quand on est fatigué. Alors, que faire en cas de somnambulisme ou de terreur nocturne? Alors le somnambulisme et la terreur nocturne, ce sont des parasomnies, c'est-à-dire des comportements anormaux qui surviennent pendant le sommeil, dans une phase un peu qu'on appelle un peu de demi-éveil, et qui, pour ce qui est de somnambulisme et de la terreur nocturne, sont des parasomnies de la première partie de nuit, puisqu'elles interviennent dans ce premier sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut déjà avoir en tête que ce n'est pas forcément des pathologies extrêmement graves, que c'est même à la limite de la normale, qu'il y a un facteur héréditaire tout à fait important. Donc si les parents sont eux-mêmes somnambules, il y a de fortes chances que les enfants le soient aussi. Ce qu'il va falloir essayer de regarder, c'est à quel point peut-être l'enfant peut se mettre en danger si il fait des accès de somnambulisme. Donc est-ce que son lit est en hauteur et qu'il peut tomber? Est-ce qu'il est à l'étage s'il a déjà ouvert sa fenêtre? Voilà, donc c'est éventuellement des mesures qui vont mettre en sécurité l'enfant, plutôt que d'éviter totalement la crise. Après, le somnambulisme et la terreur nocturne sont des parasomnies qui ont des facteurs déclenchants. Donc ce sont des facteurs qui favorisent en fait la survenue des accès. Donc si on repère un peu mieux ces facteurs, on va pouvoir déjà avoir un peu une action pour les diminuer.
Et puis on va éventuellement pouvoir mieux anticiper le fait qu'éventuellement dans cette nuit, il pourrait y avoir ou pas un accès. Donc les facteurs qui vont déclencher ces épisodes de somnambulisme ou de terreur nocturne, ce sont la fièvre, mais aussi l'anxiété, le stress, la distension vésicale et le manque de sommeil. Donc si on essaye de réduire ça, de traiter la fièvre par exemple, ça va plutôt réduire les accès. Il faut savoir aussi que sur les accès de somnambulisme ou de terreur, même si c'est parfois extrêmement impressionnant, notamment la terreur nocturne pour les parents, avec un enfant qui peut paraître extrêmement douloureux, extrêmement apeuré en fait, l'enfant n'en a aucun souvenir en fait le lendemain, ça ne génère aucune difficulté d'endormissement et il n'y a pas non plus de conséquences sur la veille. Alors pourquoi se réveille-t-on parfois de nombreuses nuits d'affilée à la même heure, à la minute près? Est-ce qu'il y a un moyen de casser cette routine? Alors, comme on l'a expliqué plutôt en termes de physiologie du sommeil, il est tout à fait normal de se réveiller au cours de la nuit parce qu'on fait des cycles de sommeil qui durent chez l'adulte environ 90 minutes et il est tout à fait normal de se réveiller au terme de ces cycles et bien souvent d'ailleurs également de se réveiller sur de courts éveils au cours de la nuit, même dans les cycles. Alors, souvent quand on est un bon dormeur, on va se rendormir facilement et puis de temps en temps, on peut avoir des difficultés à se rendormir lorsqu'on se réveille à la fin d'un cycle. Alors ça peut venir du fait qu'en début de nuit, généralement, on va plutôt faire du sommeil lent profond où on est assez déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Et généralement, ce n'est pas au cours de cette première partie de nuit qu'on va se réveiller facilement. C'est plutôt au cours de la deuxième partie de nuit où les personnes peuvent avoir plus de difficultés à se rendormir parce qu'elles ont moins de pression de sommeil accumulée dans la journée. La pression de sommeil va surtout s'exprimer pendant la première partie de nuit et donc sur la deuxième partie de nuit, le sommeil est un peu plus léger. Si jamais on a une tendance à avoir de l'insomnie, à ce moment-là, eh bien, on peut avoir des facilités à réactiver, on va dire, des cogitations, des soucis du quotidien et à avoir du mal on va dire, à classer le dossier pour se rendormir de nouveau. Alors justement, on parlait de soucis, c'est une question qui est posée. Est-ce que le stress, les soucis peuvent dérégler le sommeil et comment gérer ça? Alors oui, le stress, les soucis peuvent bien sûr dérégler le sommeil. Classiquement, l'anxiété, le stress, des ruminations, anxieuses souvent, en tout cas lorsqu'il y a des soucis au travail, dans la vie, on va avoir plutôt tendance à avoir une plus longue période d'endormissement, à générer des insomnies qu'on appelle des insomnies d'endormissement. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez transitoires. On peut avoir des stress aigus lors d'un événement de vie particulier. Ça peut durer quelques jours et parfois on peut recourir à un médicament si c'est de manière très réduite dans le temps, pendant 3-4 jours, voire une semaine. Et puis après, on peut l'arrêter. On peut aussi avoir bien sûr un certain nombre de techniques non médicamenteuses qu'on peut essayer de mettre en place, de la relaxation, de la méditation pour ceux qui ont l'habitude de le pratiquer, qui peut aider à diminuer le niveau de stress et à entrer plus facilement dans le sommeil. Alors je rebondis là-dessus. Quelqu'un nous demande, à cause de plusieurs maladies, j'ai de nombreuses douleurs qui m'empêchent de dormir. Je prends donc des somnifères. Est-ce que c'est une bonne solution et comment améliorer mon sommeil? Alors le problème des perturbations du sommeil lorsqu'on a des douleurs, il est multiple parce que les douleurs peuvent perturber le sommeil et à l'inverse, un sommeil perturbé peut accroître des douleurs et tout ça peut aussi jouer après sur l'humeur et rendre un peu plus sensible et que tout ça, ça crée parfois un petit cercle vicieux qui demande souvent une prise en charge globale des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Donc évidemment, quand il y a des douleurs nocturnes, la première des choses, ça va être d'essayer de traiter ces douleurs et de traiter la cause de ces douleurs.
malheureusement, pour certaines personnes, les douleurs vont persister. Et donc, il faut essayer de limiter au maximum les dérèglements du sommeil que ces douleurs chroniques peuvent générer. Et notamment, les personnes qui souffrent de douleurs chroniques peuvent avoir tendance à passer plus de temps dans leur lit. Et ça, c'est problématique parce que quand on passe plus de temps dans le lit que notre besoin physiologique de sommeil, le sommeil va avoir tendance à se répartir. On va avoir tendance à avoir beaucoup plus d'éveil au cours de la nuit, contrairement au fantasme qui serait qu'on va dormir beaucoup plus. Donc ça, c'est une première chose, essayer de ne pas augmenter le temps passé au lit et essayer d'éviter les longues siestes, comme on a discuté tout à l'heure, qui vont diminuer la qualité du sommeil de nuit. De temps en temps, donc la place des médicaments, elle est un peu comme ce que le docteur Batt a dit, c'est-à-dire les médicaments dans l'insomnie chronique, ils ont une indication que sur du court terme. Alors, on parle là des médicaments pour dormir, hein, pas des médicaments pour gérer la douleur, mais les traitements hypnotiques vont être indiqués pour des insomnies de court terme ou si on a un problème d'insomnie chronique, seulement lorsque on a un peu plus de difficultés pendant quelques jours ou de temps en temps, voilà, occasionnellement. Travaillant de nuit, il m'est impossible de m'endormir avant les 4-6 heures du matin, les nuits où je ne travaille pas. Méditation, hypnose, respiration, mélatonine 2 mg et gouttes de CBD, rien n'y fait. Est-ce qu'il y a d'autres astuces ? Alors concernant le travail de nuit, c'est une situation très particulière parce qu'on va généralement modifier, décaler le rythme de l'horloge biologique. C'est-à-dire que le fait de travailler de nuit va petit à petit décaler le moment où notre horloge biologique va déclencher l'endormissement. Donc un rythme biologique, ça ne peut pas se changer d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que si on a travaillé suffisamment de nuit, le rythme s'est modifié, mais les jours où on ne travaille pas de nuit, le rythme ne se remet pas, comme si on travaillait d'un jour au lendemain. Donc, effectivement, souvent, ça demande de la rééducation pour remettre un rythme de quelqu'un qui a travaillé la nuit pour qu'il se remette, on va dire, en phase avec un rythme de jour. Mais pour les personnes qui travaillent de nuit, généralement, il va falloir, souvent, on le fait à l'échelle individuelle, trouver des moyens de compenser un petit peu on va dire, ce changement de rythme sur les week-ends, par exemple, par rapport aux semaines. Mais généralement, on étudie le rythme veille-sommeil de la personne et on va proposer en fonction des besoins de sommeil, en fonction du chronotype, ça veut dire si on est plutôt du soir ou du matin, on va proposer éventuellement des siestes ou un rythme veille-sommeil qui sera adapté à chaque personne. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à manger la nuit lors de nos réveils nocturnes ? Alors, classiquement, on n'a pas besoin de manger la nuit. En tout cas, l'enfant, après 4 mois de vie, globalement, n'a plus besoin de manger la nuit. Donc, ce n'est pas un besoin physiologique. Par contre, ça peut être un comportement qui répond à un certain nombre de difficultés émotionnelles notamment. Et ça peut être un comportement, alors de manger la nuit, ça peut globalement se faire dans 2 cadres, soit dans le cadre de parasomnie, c'est-à-dire des phénomènes comme on en a discuté tout à l'heure sur le somnambulisme et la terreur nocturne, hein, qui sont des comportements anormaux pendant le sommeil. Certains de ces comportements anormaux pendant le sommeil génèrent des prises alimentaires, donc ça peut être dans ce cadre et le patient alors n'en a aucun souvenir sur la veille le lendemain matin. Ça peut être aussi dans le cadre d'un trouble des conduites alimentaires qu'on appelle le night eating syndrome ou syndrome d'alimentation nocturne et qui est en fait un trouble alimentaire qui a un grand rapport avec le rythme circadien et qui va générer une prise alimentaire qui va être très faible le matin, un peu plus importante à midi, beaucoup plus importante le soir et surtout après le premier endormissement. Donc avec des réveils multiples dans la nuit et des prises alimentaires la nuit qui vont être souvent riches en hydrates de carbone. Est-il possible que des enfants de 6 ans dorment très peu et se réveillent plusieurs fois au cours de la nuit ? Alors, tout est possible en effet. Pour autant, cela correspond probablement, alors je n'ai pas exactement notion de ce qu'entend du coup cet auditeur par très peu.
Mais globalement, on sait que le besoin de sommeil varie quand même relativement peu d'un individu à l'autre. Alors il y a certes, comme on l'a présenté chez l'adulte, des courts, des moyens, des longs dormeurs, mais globalement on sait que la variation de durée, elle est au maximum de 2-3 heures entre les individus. Enfin, en tout cas en moyenne de 2-3 heures entre les individus. Donc il faut bien se dire qu'un enfant qui dormirait très peu, par exemple 4 heures par nuit, à 6 ans, clairement, ce ne serait pas suffisant. Et ça peut être plus dans le cadre de troubles du sommeil qu'il faudrait alors investiguer. Est-ce que les enfants ont un sommeil plus lourd que les adultes? Alors oui, les enfants ont plutôt un sommeil plus lourd, c'est une façon de parler en fait, c'est un sommeil plus profond, puisque ce fameux sommeil lent profond est fait d'ondes qui sont plus amples en fait et plus profondes chez l'enfant. Donc en effet, l'enfant a un sommeil dont on a plus de mal en tout cas à le réveiller. Comment reconnaître qu'un enfant ne dort pas suffisamment ou du moins pas correctement? Alors on peut reconnaître qu'un enfant ne dort pas suffisamment ou que son sommeil est trop fragmenté ou en tout cas n'est pas un sommeil efficace et utile sur la veille en fait. Alors les enfants sont très résistants au manque de sommeil et aux troubles du sommeil, même souvent plus que les adultes. Et un enfant qui manque de sommeil, plus qu'un adulte, l'adulte va avoir tendance à avoir besoin de dormir, à être plus fatigué. L'enfant qui manque de sommeil va au contraire avoir tendance à s'agiter beaucoup plus, et comme l'adulte au niveau émotionnel, à être plus irritable, à avoir des émotions plus fortes et plus amples. Donc voilà, c'est comme ça au niveau du comportement, on va dire, c'est-à-dire bouger plus, être plus irritable. Et puis c'est quelque chose qui va pouvoir aussi s'objectiver dans les apprentissages, parce que lorsqu'on manque de sommeil, on est plus inattentif, on a plus de mal à rester concentré à l'école, et du coup on a plus de difficultés à rentrer correctement dans les apprentissages. Alors, suite à un traumatisme, est-ce que c'est possible que l'inconscient bloque certaines informations et que ça revienne pendant le sommeil, puis que ça disparaisse? Alors en effet, il y a un certain nombre de traumatismes psychiques, d'événements qui font trauma, qui font traumatisme chez des personnes, qui sont notamment souvent des événements qui ont engagé un pronostic vital, et qui peuvent, où du coup le patient aurait pu peut-être perdre la vie, ou en tout cas la craint à un moment. Et ce type d'événements qui font vraiment trauma au niveau du psychisme vont pouvoir générer des difficultés sur la veille lorsque des circonstances similaires au trauma vont être de nouveau retrouvées, mais aussi souvent revenir de manière répétitive, comme des cauchemars en fait répétitifs qui font revivre le trauma. Alors, je souffre d'hypersomnie idiopathique, hypersomnie centrale. Est-ce qu'il y a des pistes sur l'explication de cette maladie à ce jour? Alors l'hypersomnie idiopathique, ça fait partie des maladies hypersomnolence qui existent actuellement en médecine du sommeil, dans lesquelles on a la narcolepsie de type 1, la narcolepsie de type 2, l'hypersomnie idiopathique et le syndrome de Klein-Levin. Alors, il n'y a à l'heure actuelle que pour la narcolepsie de type 1 qu'on a des bases physiopathologiques solides, c'est-à-dire qu'on connaît le mécanisme de l'installation de cette pathologie. Pour la narcolepsie de type 2 et l'hypersomnie idiopathique et le syndrome de Klein-Levin, pour le moment, on n'a pas de certitude concernant le mécanisme par lequel cette maladie hypersomnie, on va dire, s'installe. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts de recherche pour essayer d'individualiser les mécanismes probablement multiples qui sont à l'origine de ce diagnostic d'hypersomnie idiopathique. Ce qui est important, c'est que ce diagnostic d'hypersomnie idiopathique, il doit être réalisé dans des milieux qui sont spécialisés, c'est-à-dire dans des centres de compétences ou de référence hypersomnie rare, parce que généralement, il y a tout un bilan exhaustif qui est fait pour justement ne pas passer à côté d'autres types de diagnostics, et notamment d'une insuffisance de sommeil chronique ou d'un trouble de l'humeur qui peut parfois être léger et causer une hypersomnolence.
Alors, je pense que c'est la suite de la question. Je vais prochainement essayer le Xyrem comme traitement qui, selon les malades testés, aurait un effet salvateur sur le manque d'éveil en journée. Comment l'expliquer? Alors le Xyrem ou oxybate de sodium, c'est un médicament qui a une indication dans la narcolepsie. C'est un médicament qu'on donne le soir et la nuit et qui a comme objectif premier de diminuer les cataplexies qui sont des manifestations de perte de tonus qui sont présentes dans la narcolepsie de type 1, mais c'est également un médicament qui peut améliorer les symptômes nocturnes qu'on a dans la narcolepsie. Ces symptômes, ça peut être un sommeil de nuit très fragmenté, des hallucinations liées au sommeil, des paralysies du sommeil. Donc ce médicament-là est un bon médicament dans le cadre de la narcolepsie. Chez les patients qui souffrent de narcolepsie, on a également vu que le fait d'avoir un sommeil de nuit plus continu avec ce médicament permettait d'améliorer l'éveil au cours de la journée. Je rappelle que la narcolepsie, c'est une maladie dans laquelle l'éveil est insuffisant et les personnes vont avoir tendance à avoir des accès de sommeil au cours de la journée qu'ils ne peuvent pas forcément contrôler. Est-ce que les personnes qui souffrent d'hypersomnie ont souvent un TDAH associé? Alors le TDAH, déjà, c'est ce qu'on appelle le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui apparaît, avec lequel on naît, puisque c'est un trouble neurodéveloppemental et qui va du coup exister dès le jeune enfant et avoir un classique développement vers la diminution à l'adolescence et à l'âge adulte. Le TDAH se présente chez l'enfant souvent sur des formes plutôt d'hyperactivité, avec des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup bouger. Et puis, avec l'adolescence et l'âge adulte, on va retrouver des formes qui vont être davantage de nature attentionnelle, avec des troubles de l'attention. Donc il est vrai que quand on a une hypersomnolence, c'est-à-dire un mauvais éveil peut-être dans la journée, je ne sais pas si c'était exactement de ça qu'il s'agissait, on va avoir des symptômes qui vont être ceux du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se concentrer parce qu'on n'a pas une bonne vigilance, donc on va être en difficulté de concentration, difficulté d'attention, difficulté à planifier, à organiser. Et puis on va également avoir possiblement ce versant moteur parce qu'on a tendance à s'endormir et du coup on va éventuellement un petit peu bouger pour essayer de se réveiller. Est-ce que quelqu'un qui a régulièrement manqué de sommeil a un risque de démence plus accru à un âge avancé? Alors, ces dernières années, le lien entre, par exemple, maladie d'Alzheimer et sommeil a été beaucoup étudié. Alors, il y a à l'heure actuelle une hypothèse auquel s'intéressent beaucoup les scientifiques, ça serait que le sommeil joue un rôle dans l'élimination de certains toxiques au niveau cérébral et notamment de cette protéine qui s'accumule dans la maladie d'Alzheimer qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde. Donc le sommeil jouerait un rôle dans la clairance, c'est-à-dire l'élimination de cette protéine et donc on peut déduire qu'un sommeil trop réduit et ou on va dire trop fragmenté ou trop perturbé pourrait éventuellement jouer un rôle dans l'installation de cette maladie. Mais ça n'est encore qu'une hypothèse, mais voilà, ça fait partie des arguments qui peuvent dire qu'effectivement, améliorer le sommeil au long cours et respecter son besoin de sommeil, ce sont des mesures qui seraient des mesures de neuroprotection par rapport au vieillissement de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui se dégrade en nous et pourquoi pouvons-nous mourir d'un manque de sommeil? Qu'est-ce qui lâche? Alors, de façon générale, en dehors d'une seule maladie neurologique rarissime, on ne perd pas le sommeil. C'est quelque chose qui est certain, c'est-à-dire qu'on va dormir. Ce qui est problématique chez certaines personnes, et notamment certaines personnes qui souffrent d'insomnie sévère, c'est qu'il peut y avoir une telle perturbation dans les rythmes veille-sommeil que la personne ne comprend plus à quel moment elle a sommeil, à quel moment elle est réveillée, et va perdre un peu ses repères dans le rythme veille-sommeil. Donc généralement, il n'y a pas de situation où on meurt de manque de sommeil. Il y a dans les années, je crois,
80, je ne sais plus exactement, mais un homme qui avait fait l'expérience pendant 11 jours de se priver de sommeil pour essayer de gagner le record du Guinness Book des records. Et donc il avait tenu au maximum sans dormir pendant 264 heures. Il n'est absolument pas mort, mais par contre il avait des difficultés émotionnelles, cognitives, il avait un peu des hallucinations. Il fonctionnait bien au niveau de son corps et il a eu besoin évidemment de beaucoup rattraper le sommeil après. Donc, par contre, ce qui est problématique, c'est que parfois, les problèmes de sommeil sont en fait le reflet de situations qui sont compliquées, d'une anxiété très importante et qui peuvent amener parfois à détériorer un peu l'humeur. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à éventuellement faire le point avec un collègue psychiatre pour faire le point sur l'humeur et être sûr qu'il n'y a pas des fois voilà, une fragilité qui ferait que ça détériorerait le sommeil. Quelle est la différence entre le sommeil et le coma? Alors, il y a une différence très importante entre le sommeil et le coma. Comme on en a discuté tout à l'heure, le sommeil est un état, donc ce n'est pas un état où le cerveau est éteint, c'est un état où le cerveau va être actif différemment qu'en éveil, avec le stade du sommeil lent et le stade du sommeil paradoxal. Et ce qui est important, c'est qu'au cours d'une nuit, on va passer par ces stades-là et qu'on va se réveiller régulièrement au cours de la nuit pour notamment vérifier qu'il n'y a pas de problème autour. Donc cette réversibilité du sommeil, c'est la principale différence avec le coma où malheureusement les personnes ne sont pas aptes à se réveiller de cet état ou à sortir de cet état de perte de conscience. Comment expliquer les besoins différents de sommeil en termes de temps chez les gens? Alors on a effectivement des caractéristiques de différence de besoins de sommeil entre les individus. Comme l'a dit le docteur Batt tout à l'heure, cette différence entre les individus, en moyenne, dans la grande majorité des gens, elle est d'environ 2 heures. C'est-à-dire que pour l'adulte, on est entre 7 et 9 heures de besoin de sommeil. Ce besoin de sommeil, il est en grande partie dicté par notre génétique. Et donc, on va être normaux dormeurs, courts dormeurs ou longs dormeurs. Et souvent, cette définition du besoin de sommeil, on va la retrouver chez des membres de notre famille, généralement un des parents, voilà, où on va pouvoir constater qu'on a hérité d'un parent ou d'un autre et que notre besoin de sommeil n'est pas tout à fait le même. Alors je reviens sur les insomnies. Est-ce que l'insomnie est génétique ou peut être génétique? Alors, il y a souvent, donc dans l'insomnie primaire, qu'on appelle l'insomnie primaire psychophysiologique, l'insomnie chronique, souvent on retrouve des facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire que souvent il y a eu un parent qui avait également des difficultés de sommeil, donc il y a un terrain génétique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va transmettre l'insomnie à notre enfant, mais que ça sous-entend que peut-être si on a hérité de ce terrain génétique-là, il faut être un peu plus vigilant et savoir qu'on a un sommeil qui est intrinsèquement peut-être un peu plus fragile. Et donc effectivement, faire attention à respecter des rythmes un peu plus réguliers et à veiller à toutes les règles d'hygiène de sommeil dont on a parlé. On parle d'insomnie post-Covid. Comment l'expliquer? Alors pour le moment, l'insomnie post-Covid, effectivement, il a été constaté qu'il y avait des formes d'insomnie, des perturbations du sommeil importantes qui peuvent parfois être associées à une somnolence dans la journée, mais pas toujours. Mais souvent, au premier plan, les patients vont rapporter des perturbations du sommeil de nuit, parfois associées à d'autres perturbations cognitives, avec des difficultés d'attention, de concentration, dans notamment certains cas de Covid long. Donc pour le moment, on ne l'explique pas encore en détail. Je ne sais pas si tu as d'autres informations. On peut se dire qu'il semblerait quand même que cette insomnie post-Covid soit réversible. Donc que cette atteinte, alors on sait que le Covid peut atteindre le système nerveux central. Maintenant, on en a des éléments scientifiques assez forts. Et ce qu'on constate, c'est que cette atteinte semble réversible au bout d'un certain laps de temps, mais qui est parfois variable d'un individu à l'autre. Ce qui est important, et la prise en charge qu'on va recommander dans ces cas-là, c'est la prise en charge de l'insomnie. Il n'y a pas un médicament spécifique à mettre plus que la prise en charge de l'insomnie telle qu'on la recommande à toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique. Et à partir de quand et quels sont les signes qui doivent pousser à consulter pour ces insomnies?
Alors l'insomnie chronique, c'est un problème qui va concerner beaucoup de personnes. On parle à peu près de plus de 10% de la population. Donc ce qui est important déjà, c'est d'essayer de faire son propre point sur quelles sont les problématiques. Et généralement, de toute façon, on va commencer à essayer de respecter les règles d'hygiène de sommeil. Ça peut être intéressant de faire soi-même un agenda du sommeil pour constater un petit peu quelles sont nos habitudes de sommeil et comment éventuellement les modifier. Et il y a certaines personnes, en faisant simplement un agenda du sommeil et en constatant comment est leur rythme veille-sommeil pendant 15 jours, qui vont modifier certaines de leurs habitudes qui va permettre d'améliorer le sommeil. Si l'insomnie, elle est vraiment persistante et que vraiment elle a un impact sur le quotidien qui est important, eh bien il y a des prises en charge par thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie qui existent, qui sont actuellement encore peu disponibles. Il y a des équipes qui développent des outils de thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie en ligne, mais c'est une prise en charge qui doit être un peu plus développée et généralisée dans l'avenir, en tout cas on l'espère. Alors, mon neurologue me dit que les personnes atteintes d'hypersomnie idiopathique ont plus tendance à faire des epic dreams, que c'est peut-être en lien avec un TDA. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être insomniaque parce que son cerveau bosse tout autant que la journée? Alors là, c'est une personne qui dit souffrir d'hypersomnie idiopathique, c'est ça? Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière une hypersomnie idiopathique? C'est encore bien mystérieux, même pour des équipes spécialisées dans la recherche sur les causes de l'hypersomnolence. Donc après, c'est une question qui peut revenir chez les patients, parfois d'avoir l'impression d'être épuisés le matin parce qu'ils ont trop rêvé. Alors ça, c'est encore bien mystérieux pour nous, mais un point qui est important, je pense, c'est de se souvenir que le cerveau endormi, ça n'est pas un organe qui est en off. Généralement, les problématiques de la journée, les problématiques plus profondes parfois de certaines personnalités peuvent se réactiver au cours du sommeil. Et effectivement, on n'est pas devant une absence d'activité au cours du sommeil, mais parfois au contraire devant des problématiques qui se réactivent et ça peut être effectivement fatigant, mais on n'a pas la réponse à cette question de façon absolue. Alors je reviens sur l'endormissement des plus petits. On nous a demandé pourquoi il faut attendre 6 mois avant de le déplacer, pourquoi c'est 6 mois, et aussi pourquoi on ne peut pas laisser choisir l'enfant quand il sera prêt à aller dormir tout seul dans sa chambre. Alors pourquoi attendre 6 mois? Ça, c'est les études qui ont montré que, parce qu'on a dit que les 6 mois, c'est les recommandations de l'OMS par rapport à la mort subite du nourrisson, encore une fois. Donc c'est l'évolution physiologique des capacités d'éveil qui font qu'à 6 mois, on est moins à risque de faire une mort subite du nourrisson. Et du coup, ces recommandations s'appliquent à cet âge-là pour ça. Pour le sommeil, les choses sont un peu différentes. Moi, ce que je propose classiquement, comme beaucoup de mes confrères, c'est d'essayer de ne pas proposer d'intervention particulière avant 6 mois, parce que même si à partir de 3-4 mois, un enfant va pouvoir commencer à faire ses nuits, à être vraiment sur un rythme veille-sommeil qui va pouvoir se réguler par rapport à la lumière du jour, à l'obscurité, etc., les enfants sont tous différents les uns des autres et on peut se donner les 6 premiers mois de vie pour à la fois que les enfants s'adaptent, que les parents s'adaptent et qu'ils trouvent naturellement leur bon rythme veille-sommeil. Donc ça, c'est une proposition de ne pas intervenir, on va dire, avant 6 mois parce que ça correspond simplement à la mise en place des rythmes et à quelque chose qui vraiment devrait pouvoir être installé mieux à 6 mois. Il me semble c'était est-ce qu'on peut laisser son enfant aller dans sa chambre Alors je la repose, c'est pourquoi ne pas laisser choisir l'enfant quand il sera prêt à dormir seul?
Alors ça, c'est tout à fait possible. La réponse que j'ai faite tout à l'heure, c'est la réponse qu'on peut faire à des parents qui viennent consulter en disant comment est-ce que maintenant mon enfant peut s'endormir seul parce que je suis très fatiguée, je n'arrive pas à dormir, ça génère des difficultés pour moi sur la veille et ça génère des difficultés du coup dans les liens aussi que je peux avoir avec mon enfant dans la journée. Donc lorsque les familles en sont à ce point de difficulté, c'est là qu'on les rencontre, qu'elles viennent nous voir et qu'on va proposer un certain nombre de techniques, de méthodes pour aider et apprendre à l'enfant à s'endormir seul. Mais si les familles ne sont pas en difficulté et qu'elles souhaitent attendre que leur enfant aille dans son lit seul et s'endorme seul à un âge plus tardif, ce n'est pas forcément un problème. Et encore une fois, c'est une proposition si la demande est que l'enfant maintenant puisse s'endormir seul parce que ça génère une vraie souffrance familiale. Alors j'ai une dernière question. Mon fils petit avait des rythmies de sommeil, il tapait la tête contre son lit, ça a disparu vers 3-4 ans et le spécialiste nous avait dit qu'il risquait de faire du somnambulisme. Ça a été le cas seulement 2 fois. Aujourd'hui il a 12 ans et il met beaucoup de temps à s'endormir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Alors ce sont 2 problématiques probablement très différentes. Les rythmies de sommeil, en effet, ce sont en fait des phénomènes qui se mettent en place à chaque endormissement et donc souvent plusieurs fois dans la nuit parce qu'on en a parlé, il y a plusieurs éveils physiologiques dans la nuit et donc à chaque fois que l'enfant en fait va se rendormir, il va remettre en place des rythmies d'endormissement. La rythmie d'endormissement, c'est aussi quelque chose vraiment qui est relativement physiologique et en fait c'est une façon de se bercer. C'est un comportement qu'on a pris l'habitude d'adopter pour s'endormir. Ce n'est pas particulièrement problématique. Les rythmies peuvent être de différents types et voilà, on peut se balancer, on peut taper sa tête contre le coussin. Dans la mesure où l'enfant ne se fait pas mal, ce n'est pas un problème particulier. Donc la rythmie, en effet, a diminué, ce qui est classique au cours du développement. Et maintenant, cet enfant a 12 ans et a des problèmes d'endormissement, si je comprends bien. Donc là, on est dans une situation maintenant différente, avec une insomnie d'endormissement à 12 ans. Donc il va falloir reprendre un petit peu les choses dont a déjà parlé le docteur Lambert, l'hygiène de sommeil. Est-ce qu'il y a beaucoup de coca qui est bu dans la journée? Est-ce que les rythmes sont réguliers? Comment est l'alimentation le soir? Est-ce que cet enfant a des écrans dans sa chambre ou pas? Voilà. Et puis, est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que ça peut induire des difficultés sur son sommeil? Donc, il faut refaire une consultation un peu plus globale sur l'insomnie pour comprendre un peu comment on peut modifier les choses. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons avoir pu vous aider à améliorer votre sommeil. En tout cas, si vous vous êtes endormi en cours de route, pas de souci. L'émission sera bientôt disponible en replay. N'hésitez pas à partager cette émission à tous vos contacts. Au revoir et merci encore de votre soutien et à bientôt.